Bonjour Dominique, Bonjour à tous les deux, bonjour à tous les trois même. on est très heureux de t'avoir parce que moi j'ai lu ton travail sur le travail, ton livre sur le travail que j'ai énormément aimé parce qu'il fait vraiment un travail de fond sur l'histoire et le changement des conceptions du travail. Donc pour commencer, j'aimerais bien peut-être que tu expliques un peu comment est-ce qu'on est arrivé au modèle du travail de la société industrielle. Donc Ok, qu'est-ce qui a précédé et comment le salarié est devenu finalement le paradigme dominant pour organiser notre société. ok. Alors, je ne suis pas censée dire la vérité, hein. Je défends une thèse qu'on peut donc remettre en cause, discuter, voilà. Donc ma thèse principale, c'est que notre idée du travail aujourd'hui et notre réalité du travail est constituée de plusieurs couches de signification. C'est-à-dire, le travail n'a pas toujours signifié la même chose. Euh, donc, j'essaye de faire une histoire à la fois du concept de travail et de la valorisation du travail. Euh, J'essaye de commencer il y a très 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 longtemps, à la fois avec ce que les auteurs de l'Antiquité grecque notamment nous disent du travail. Alors bien sûr, c'était les élites qui écrivaient, hein. Donc on n'a que le point de vue des élites et le point alors, des élites entre guillemets. Hein. Et quand je dis élite, je dis Platon, Aristote, philosophes, pour lesquels il n'y a même pas d'idée de travail de toute façon. Hein. Il y a des activités pénibles et les activités pénibles, elles sont prises en charge par les esclaves ou les artisans. Et les artisans, ça c'est très important, c'est Aristote qui dit ça, les artisans ne sont pas des citoyens. Donc il y a une grande distinction entre d'un côté les hommes libres, bien sûr les femmes et les enfants c'est ailleurs, hein. Donc les hommes libres qui sont capables de délibérer sur la politique, les choses très importantes, et qui travaillent pas, et tous ceux qui sont en quelque sorte enfermés dans la nécessité de vendre pour les artisans, nécessité de prendre en charge toutes les tâches un peu dégoûtantes et ennuyeuses pour les esclaves. On a aussi des textes très intéressants. Je pense à une anthropologue française qui s'appelle Marie-Noëlle Chamou, qui a beaucoup travaillé avant Descola sur les civilisations pré-capitalistes et qui nous dit, les écrits de Marie-Noëlle Chamou nous disent que il n'y a pas une signification du travail, ou du moins il n'y a pas un terme de travail qui renverrait toujours aux mêmes réalités. L'idée de travail n'existe pas. Donc voilà, je pars de là pour dire, et je fais un immense saut, hein, pour dire que dans nos sociétés occidentales au moins, au long du Moyen Âge, et aussi parce qu'on avait eu quand même à la fois l'Ancien Testament, le travail est une punition. Mais le Nouveau Testament, avec des germes déjà de la reconnaissance du travail, le rôle de quelqu'un comme Saint Augustin, qui va tout d'un coup comparer l'œuvre divine de création du monde et la petite œuvre humaine, peu à peu, on va avoir une reconnaissance, une valorisation du travail, notamment du travail manuel. Mais ma thèse, c'est que jusqu'à Adam Smith, jusqu'à 1776, hein, la date du grand ouvrage d'Adam Smith, et finalement jusqu'à cette œuvre qui met au premier plan le travail, on ne pouvait pas dire le travail. C'est-à-dire ce que nous aujourd'hui nous appelons travail était réparti dans des catégories radicalement différentes. Il y avait des travaux agricoles, il y avait des métiers. Jean-Pierre Vernant dit il existe en Grèce des métiers, des tâches, on chercherait en vain le travail. Il n'y a pas le travail. En revanche, quand arrive l'économie politique avec Adam Smith, dans les recherches sur les causes de la richesse des nations, va dire le travail. Mais cet unique mot renvoie du coup, donc derrière lequel il rassemble toute une série de choses, rassemble du coup des activités très très différentes. Et s'il dit le travail, c'est parce que s'invente, c'est ce que dira Marx, le travail abstrait, donc qui permet de rassembler des activités très différentes. Et ce travail, il est abstrait, détachable, marchand, c'est-à-dire que je peux vendre ma force de travail. Et ce qui m'intéresse beaucoup chez Smith, c'est ce que moi j'appelle le premier acte de l'invention du travail, c'est que Smith
dit que ce travail, c'est quoi le travail? C'est ce qui crée de la richesse. Donc, c'est purement instrumental. Le travail, c'est cette activité humaine qui crée de la richesse. Mais chez Smith, le travail, c'est encore une activité fatigante. C'est de la sueur, c'est de la fatigue, c'est un équivalent de fatigue en quelque sorte. Et donc, je vois une énorme différence avec ce qui va se passer au 19e siècle, là encore dans les sociétés occidentales, où s'invente le travail, liberté créatrice de l'homme. Et pour moi, par exemple, la philosophie du 19e siècle, la philosophie idéaliste allemande est très, très importante. Elle a des liens, alors ça, tout ça, là, j'invente rien, hein, avec Marx, bien sûr. Marx remettra sur ses pieds cet idéalisme allemand. Mais ce qui me semble très important, c'est que chez quelqu'un comme Hegel, par exemple, il y a l'idée que l'humain transforme le monde dans lequel il se trouve, il se transforme lui-même par une activité qui peut s'appeler travail, mais qui s'appelle plutôt Bildung chez lui, c'est-à-dire c'est de la formation, on va transformer des choses, et ensuite tout le siècle, le 19e siècle, va donner en quelque sorte une nouvelle valeur au travail. Le travail, c'est cette activité humaine qui me transforme, qui surtout transforme le monde dans lequel je suis, avec, chez Hegel, l'idée que la vocation de l'humain, c'est de spiritualiser entièrement la nature. Hegel dira, il faut détruire la nature, vernichten. On détruit la nature, on met de l'humain à la place, comme si c'était de la création continuée, comme si on était Dieu soi-même, mettant le monde, faisant le monde à notre image. Il y a un peu comme une sanctification du travail aussi. Donc, travailler, c'est être humain. Si on travaille pas, exactement, on n'a pas. En travaillant, je mets ma marque sur le monde. Je mets ma marque sur le monde. Et j'adore une citation du jeune Marx dans les manuscrits parisiens de 1844, dans lequel Marx dit supposons que nous produisions comme des êtres humains et pas comme des bêtes, alors nos productions seraient autant de miroirs tournés l'un vers l'autre. C'est-à-dire que dans ma production, je te montrerai qui je suis réellement, dans ma singularité, dans mon individualité, et on pourrait comme ça s'échanger en quelque sorte des images de nous-mêmes. Et je trouve ça magnifique. Et quand je fais des interviews avec des personnes pour leur parler du travail, je retrouve complètement ça. C'est-à-dire, le travail, c'est un moyen de transformer le monde, de montrer aux autres ce que je vaux. Et ça fait écho pour moi à un autre philosophe allemand très contemporain qui s'appelle Stefan Vosswinkel et qui dit qu'aujourd'hui le travail c'est devenu la principale arène dans laquelle les individus peuvent se mettre en quelque sorte au défi, peuvent montrer aux autres de quoi ils sont capables, leurs capacités et susciter l'admiration. D'où les attentes immenses qui pèsent aujourd'hui sur le travail. Parce que le travail, il a à faire tout ça. Moi, je pense que c'est pas raisonnable de mettre toutes ces alors que quand même la plupart des gens n'ont pas ça. Ils sont dans un travail qui ne permet pas cette expression de soi. Oui, mais ils ont... à la chaîne, etc. Il y a quand même voilà. Mais ils ont ce désir, ils ont cette attente, parce que nos attentes se sont élevées avec le niveau d'éducation, etc. Donc, je crois qu'on peut dire qu'on attend tous du travail, à la fois la possibilité de gagner un revenu, bien sûr, mais on attend tous aussi de pouvoir s'épanouir dans le travail. Et alors, je finis, ouais. Juste une chose, parce que vous venez de poser quelque chose qui, là, on est vraiment dans le travail et c'est formidable ce que vous dites, et en même temps, en mentionnant Hegel, vous mentionnez quelque part le départ de l'Anthropocène, c'est-à-dire que en s'individualisant, en essayant de se réaliser et en détruisant la nature, enfin si je reprends vos propos, totalement, l'Anthropocène total dont on essaie de se départir aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Mais entièrement d'accord, entièrement d'accord. Si la vocation de l'être humain est de mettre le monde en coupe réglée, en quelque sorte, ça nous rappelle quand même la modernité. Descartes se rendre comme maître et possesseur de la nature. Bacon essayer d'extorquer à la nature ses secrets, tout ça. Et là, en effet, avec le 19e, c'est une sorte d'acmé. C'est-à-dire que notre vocation, notre devoir, en quelque sorte, c'est de supprimer tout le naturel pour qu'on puisse, en quelque sorte, c'est ça la philosophie de Hegel, à la fin, le savoir absolu, c'est se mirer dans nous-mêmes. Il n'y a plus de nature étrangère, il n'y a plus d'altérité. En regardant le monde, je me vois, moi, humain. Et Marx dira exactement la même chose. C'est là qu'il y a un changement de paradigme qui me semble essentiel aujourd'hui aussi. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. On peut à la fois apporter la réalisation de soi, l'individualisation, la réalisation de l'altérité avec vous comme personne,
de personne à personne, et réintroduire la nature et prendre conscience que nous sommes un composant de la nature et recréer avec cette altérité-là. Mais je crois que tu vas un peu trop vite parce que je voudrais quand même d'abord passer à la transition donc vers le salariat. Ouais. Mais je peux juste dire un mot là-dessus parce que c'est vrai que c'est. Et donc en même temps, enfin, vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, mais déjà la fuite du salariat. Donc en même temps, la constitution du salariat comme le modèle de l'ère industrielle. Oui. Aujourd'hui, une décomposition du salariat. J'aimerais bien avoir votre vision sur ces deux changements qui se téléphonent quelque part. D'accord. Mais j'ai juste envie, pour mémoire, de répondre à votre question et de rappeler ce texte très intéressant de Lynn White, le médiéviste américain. Il écrit en 1967 les racines historiques de notre crise écologique et lui dit la faute ce qui a conduit à la dérive extraordinaire que l'on voit, c'est-à-dire le fait que l'être humain est celui qui détruit le plus vite son habitat de toutes les espèces, c'est la faute à qui ? C'est la faute à la Genèse. Et il cite ce texte de la Genèse dans lequel il est écrit « Dieu dit à l'homme, assujettissez les espèces et dominez la terre ». Et Lynn White dit avant, dans l'Antiquité, on avait une sorte d'animisme, c'est-à-dire il y avait un génie dans chaque arbre, donc on ne pouvait pas y toucher. Mais à partir du moment, avec la Genèse, où on a complètement vidé, et on va mettre des siècles à vider, mais l'aboutissement, ça sera bien sûr avec Descartes, et quand Descartes nous dit la matière, la nature, c'est de la matière, c'est de l'étendue, il n'y a rien. C'est juste des triangles, c'est juste des figures géométriques. À ce moment-là, on pourra en effet mettre complètement la nature en coupe réglée. Donc, je pense que c'est très, 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 très important, ça. Alors, sur le salariat, donc, mon histoire du travail, je la fais en 3 actes. Premier acte, Adam Smith, l'invention du travail abstrait. Le travail, c'est ce qui me permet de créer de la richesse. Deuxième moment, le travail, c'est l'essence de l'homme, c'est ce qui me permet de transformer le monde et de me transformer moi-même. Et puis, je vois un troisième moment, le salariat, à la fin du 19e siècle, l'invention du salariat. Et tout ça, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que ça repose sur un gigantesque malentendu ou une gigantesque manipulation, entre guillemets. Parce que, souvenez-vous que Marx dit, le travail en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui me permet en effet de transformer le monde, mais pour y arriver, pour réobtenir ce travail en soi, il va falloir désaliéner le travail, parce que le travail que j'ai devant moi, c'est un travail aliéné. Et c'est un travail notamment aliéné par le salariat, c'est-à-dire que je suis dans un rapport de subordination avec quelqu'un qui me donne des ordres, etc. Donc, quand on aura libéré l'humain de ce rapport salarial, alors le travail me permettra vraiment de m'épanouir. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du 19e ? Au lieu de couper ce lien, de couper le lien salarial, on va le renforcer, puisqu'on va installer sur lui tout le droit de la protection sociale, Bismarck en Allemagne, et puis tout le système, et le droit du travail, salaire minimum, durée du travail, etc. Et donc, on peut plus dire qu'on a libéré le travail en quelque sorte. Et là où je parle de manipulation ou de confusion, c'est que à partir de la fin du 19e, on va apprécier considérablement le travail, mais je dirais pas pour les vraies raisons ou pas pour les raisons que Marx nous avait données. On va de plus en plus apprécier le travail pour les droits qu'il nous donne, les droits sociaux, le revenu, bien sûr, les protections, tout ce à quoi le travail nous donne accès. Et donc voilà, pour moi, aujourd'hui, on a une sorte de millefeuille de plusieurs significations du travail et elles coexistent, elles sont là en même temps, d'où les disputes que l'on peut avoir les uns avec les autres. Je voudrais un peu peut-être te provoquer par rapport à ce que je vis moi, par exemple aussi, et beaucoup de gens qui sont dans la précarité. Donc en fait, c'est quand même le mouvement ouvrier qui a fait ce compromis. Jusque dans les années 30, à Gand, il y avait des grandes affiches devant les coopératives ouvrières où il y avait marqué « Pour l'abolition de l'esclavage salarial ». Oui. Et c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a fait ce compromis historique, protection contre subordination. Et alors aujourd'hui, il y a une tranche, je dirais, des travailleurs cognitifs. Donc il y a évidemment ceux qui sont chassés du salariat et qui voudraient rester mais qui sont chassés, mais il y a aussi quand même une tranche importante, des gens comme moi,
qui choisissent d'être œuvriers, on va dire, c'est-à-dire d'avoir une passion, de s'engager dans cette passion, de s'engager même dans les communs, et d'essayer de vivre de cet engagement. Mais dans une société qui n'est pas du tout faite pour ça. C'est-à-dire, on nous force dans la précarité, donc on échange cette liberté contre une précarité. Et donc, du coup, la liberté est assez factice, parce qu'en fait, ce qu'on change, c'est la subordination à un employeur, et on obtient une subordination vers le marché, quelque part. Tout à fait. Et donc, on est coincé. Oui. Mais la réponse classique, pour moi, ne convient plus. C'est-à-dire nous redemander à nous de nous remettre dans le salariat, dans la subordination, c'est un prix qu'on n'est peut-être pas prêt à payer, en fait. Ok, je comprends très bien. Voilà. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. Premièrement, depuis Marx, le salariat a changé. Et bon, ça, c'est les travaux de Robert Castel, par exemple, qui a très bien montré comment le salariat de conditions indignes, réservé vraiment à une partie bien circonscrite de la population, comment de conditions indignes, le salariat était devenu la condition la plus désirée par la population. Et aujourd'hui, on a 90% de l'emploi, en France notamment. En Belgique, ça doit être à peu près pareil, mais bon, le travail indépendant monte un peu, mais quand même, globalement, dans les sociétés occidentales, c'est le salariat qui domine. Et donc, le salariat, il a énormément changé. On n'est plus au salariat de la fin du 19e siècle. On a obtenu, pour les gens qui sont salariés, d'abord, ça concerne une partie donc beaucoup plus grande de la population, et puis des protections quand même extraordinaires. Par exemple, y compris la protection contre soi-même, la protection contre l'envie de travailler 90 heures, y compris en foutant sa santé en l'air, quoi. Ça me semble très, très important. Et puis en redonnant de plus en plus de responsabilités à l'employeur. Ça, c'est une chose. Donc, petit 1, le salariat a énormément changé. Petit 2, qu'est-ce qu'on voit hors du salariat aujourd'hui ? On voit d'abord un discours depuis une vingtaine d'années très critique sur le salariat. Il faut voir qui tient ce discours critique. Grandes entreprises, auteurs à succès, OCDE, qui nous disent salariat, c'est des règles. Il y a trop de règles. C'est pas bien. Ça empêche les entreprises d'être très compétitives. Mettez-vous à votre compte. Soyez auto-entrepreneur. Vivez votre passion. Et vous retrouverez l'autonomie, la prospérité, etc. Donc il y a une promesse qui a été faite, notamment une promesse de renouer avec la liberté, l'autonomie dans le travail, grâce au fait de se mettre à son compte, un éloge du travail indépendant en quelque sorte. Et nous, ce qu'on a montré, là, on vient de publier un petit bouquin avec des collègues sur les travailleurs des plateformes. Mais c'est un discours qu'on peut élargir. Ce qu'on montre, c'est que ces promesses n'ont absolument pas été tenues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la vie des auto-entrepreneurs, la vie des chauffeurs Uber, des Deliveroo et de tous ces gens-là, mais c'est abominable. C'est abominable et ils ne sont plus protégés par rien. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des grandes entreprises qui disent « Ah non, moi je suis pas employeur, donc je paie pas d'impôts, je paie pas de cotisations sociales, je mets juste des gens en relation. » Et puis, on a ces personnes qui sont sous-protégées. Donc, c'est pour ça que moi, je recommence en ce moment à faire un éloge du salariat, parce que aujourd'hui, il me semble que finalement, c'est la moins mauvaise des choses. Et pourquoi c'est la moins mauvaise des choses ? D'une part, parce que le salariat a changé, mais d'autre part, parce qu'on pourrait encore améliorer le salariat. Parce que je vous rejoins quand vous dites, les gens, et c'est ce que nous répondent les plateformes, ils disent « Oh, mais les jeunes, ils ont plus envie du salariat. C'est trop insupportable. » C'est vrai, c'est devenu insupportable parce qu'on a laissé les conditions de travail se dégrader monstrueusement. Oui. Pour moi, il y a un mélange entre la notion de travail, d'activité, la notion de salariat et la notion de domination et de liberté. C'est-à-dire que le salariat, c'est une réponse pratique, mais il y a plusieurs formes en fait. On a eu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui nous a présenté Smart en Belgique. Oui. Et en fait, le fait d'être salarié n'est pas dans toutes les circonstances toujours lié à une subordination, et c'est de ça dont les jeunes veulent se départir. Exactement. En revanche, quand vous parlez de fragilisation en parlant d'Uber et autres, il existe une population, et dont tu parles, que tu incarnes, où en fait
tous ceux qui sont des auto-entrepreneurs ou des petits indépendants, pour l'avoir vécu en profession libérale, on perd tout. On cotise au RSI à la place de la sécurité sociale classique et on n'a pas du tout les mêmes protections. Absolument. On cotise à la retraite, on n'a pas les mêmes protections, donc on paye davantage et on est moins protégé. Donc, le mensonge institutionnel est de dire allez être libre en vous installant individuellement, et je ne parle même pas des extrêmes Uber et autres, hein, je parle du milieu. Mais la réalité, c'est que vous allez voir une banque, on vous refuse tout, vous êtes malade, vous avez droit à 3 fois rien, la retraite est moindre, pour ne parler que de ça. Donc pour moi, il y a un distinguo entre le statut de salarié qui peut prendre différentes formes aujourd'hui, où les gens ont envie de sortir de l'effet de domination lié au contrat de subordination, et ils veulent retrouver une liberté. Et de l'autre côté, les statuts totalement indépendants qui fragilisent et qui amènent la précarité. Et peut-être que ce qui s'invente aujourd'hui entre les deux, avec des SMART, des Copanam et autres, ce sont des régimes qui ne sont plus uniquement du portage, qui est une espèce de palliatif. C'est vraiment une réflexion pour dire comment garder la logique de salariat tout en permettant que des gens puissent développer le sens et la liberté tout en n'étant pas précaires. Alors, je trouve